fait avec l'eau. Je t'ai fait comme ça. C'est pourquoi faire واحد فينا دوماندا شنو بغا comme ça. Les Arabes, c'est comme ça. Même les ongles. Oui. Bonjour tout le monde. نبداو من هنا حنا غادي ديك الشوكولا شحال كاين؟ هنا دايرين 5 5 غرام 100 غرام 5 اورو 20 100 غرام. غادي هذه النوغا هادو كلهم نوغا حتى هادو كلهم راه عندنا ما كناكلوش. ياخذ شي حاجه ياخذها مرحبا به على حسب الكناسيه. يلا مرحبا بكم تاكلوا معنا الشوكولا والنيوغا الروغات. هذا الثمن ديالها انا اللي شرا شي حاجه يذوقنا شرا شي حاجه يذوقنا. انا هنا هذه دوكتا شابه هذه زوينه هذه تاع عندي اختي في الكيس داخل هذا القطون وهذا اختي كان عندي عاد هذه دقطه الحاجه الصديقه ديالي حاجه دقطه اللي بغا ياكلها نبغي ياكل تاع فيها الزبيب فيها الزبيب لداخل اي بونه غادي كتشوف الشيطان تبدا تفوت عطاني يجيبها ونسيتها شكرا غير حنا دقناها عندك والله بعدا. عادي والله سيري والله حنا اليوم هنا راني نزيد راني نزيد الشوكولا Le sirop n'est pas touché, ça va toucher, toucher. Parce que لا لا عندك الفلوس. Alors ça c'est 5 euros pour 100 grammes, donc une dizaine à peu près. Ah, voilà. Du coup, vous ne faites pas la facture avec? Alors ça sert de ça. La facture, très bien. D'accord. Appelez-moi, je vous l'enverrai par mail. D'accord. Vous avez la TVA. Si c'est la TVA, très bien. Merci. Merci, madame. C'est une vidéo pour ma chaîne. Comment il s'appelle? Le monde de Knessia. C'est un que je montre de l'Amman. Ah oui, le monde de... Knessia. Le monde de Knessia. Qu'est-ce que ça veut dire de Makmassia? Knessia, un pays au Maroc. Il y a Fès, il y a Fès, il y a Meknès, il y a comme ça s'appelle Meknès. Bienvenue à ma chaîne. Oui. J'arrive. Pardon. Alors, vous allez découvrir le musée du chocolat, un spectacle son et lumière. Ensuite, on fera une explication sur notre fabrique. Et pour terminer, la dégustation de nos crus de cacao. Je vous laisse avancer. Merci. Merci. Excusez-moi, je peux filmer? Pas de problème. Pas de problème.
Moi, faut monter. Vous allez me suivre, on monte. نطلع نديرو الفلاش. Bonjour à tous. Approchez, retrouvons-nous autour de la sublime maquette de la caravelle de Christophe Colomb. Je serai votre guide et j'ai envie de vous faire voyager dans le monde merveilleux de la chocolaterie et de la confiserie. Le chocolat. Êtes-vous prêts à en découvrir son histoire? Il y a 4000 ans, les Olmecs auraient consommé le cacao pour la première fois, puis par la suite, les Mayas. Mais comment le cacao est-il parvenu jusqu'à nous? Le jour se lève, embarquons sur la Santa Maria et partons à la découverte de l'Amérique. Nous voici au XVe siècle. La soif de découverte faisait prendre la mer à des explorateurs, ouvrant de nouvelles routes vers des contrées lointaines. Imaginez-les, bravant les éléments. Imaginez ces voiliers, la mer, le vent, la tempête. Mais un jour, la terre, enfin. En 1502, au cours de son 4e des excréments de Chine, arrive 20 ans plus tard Hernán Cortés, célèbre conquistador espagnol. Il part, lui aussi, à la conquête des richesses du Nouveau Monde. Mais, contrairement à Christophe Colomb, il s'intéresse aux fèves de cacao utilisées par les Aztèques pour la fabrication d'une boisson divine, le xocoal, à l'origine du mot chocolat. C'était un breuvage rituel pimenté, élaboré à partir de pâtes de cacao râpées, mélangées à de l'eau, parfumées à la vanille, agrémentées de diverses autres épices et épaissies avec de la farine de maïs. L'empereur aztèque Montezuma, un véritable amoureux du chocolat, en offrait à ses invités espagnols, servis dans une grande coupe en or. Cette coupe était jetée après un seul usage, ce qui prouvait bien que le xocoal était véritablement considéré comme une boisson divine. Le cacao, cultivé par les Olmecs et les Mayas, en utilisait les fèves comme monnaie d'échange, ainsi que pour le paiement de l'impôt. Un lapin valait 10 fèves. Cortés revient en Espagne en 1528. Il rapporte des produits inconnus, tomates, haricots blancs, pommes de terre, maïs, piments, tabac et chocolat. Il dit alors à Charles V d'Espagne: une tasse de cette précieuse boisson permet à un homme de marcher un jour entier sans manger. Ce dernier fut littéralement fasciné par cette nouvelle saveur, mais la trouva un peu trop amère. Les moines espagnols eurent l'idée de remplacer l'eau par le lait, les épices par le miel et chauffer l'ensemble. L'Espagne garda jalousement le monopole de l'importation du cacao en Europe et le secret de la fabrication du chocolat. Mais dès le milieu du XVIIe siècle, les Hollandais, puis les Anglais et les Français se mirent aussi à importer des fèves de cacao. Il fallut attendre 1615, le mariage d'Anne d'Autriche avec le roi Louis XIII, pour que cette boisson soit découverte par la France. Mais ceci est une autre histoire. Nous y reviendrons plus tard. Maintenant, retournez-vous. Traversons à nouveau l'océan et retrouvons-nous dans la forêt équatoriale.
Nous voici plongés dans la forêt équatoriale. On trouve des plantations implantées sur le globe dans plusieurs zones tropicales qui forment tout simplement le cacaoyer. Il trouve tout ce dont il a besoin. Un climat chaud et humide, une pluviométrie régulière, être situé entre 400 et 700 mètres d'altitude, avoir un sol profond, fertile et bien drainé, et beaucoup d'ombre, de hauts arbres qui viennent le protéger. C'est pour cela que vous trouvez des bananiers qui abritent sous leurs palmes les cacaoyers. Adulte à 10 ans, il produit pendant une cinquantaine d'années. Il fournit de 300 à 1000 kg de cacao à l'hectare et peut être récolté dès l'âge de 3-4 ans. Cacao, cacao, cacao! Mais ne serait-ce pas un perroquet? Bon, je l'avoue, je l'imite assez mal, mais c'est bien un perroquet. Mais que fais-tu là? Les perroquets ont joué un rôle considérable dans l'essaimage du cacao, transportant les graines ça et là. Revenons à nos cacaoyers et découvrez les cabosses. Elles poussent non pas comme les fruits sur les branches, mais directement sur le tronc. En hiver et en été, c'est le temps de la récolte. Les coupeurs font d'abord tomber les cabosses de l'arbre. Sitôt cueillis, on brise les cabosses avec un gourdin ou une machette pour en extraire les fèves qui sont enrobées d'une pulpe blanche appelée mucilage. C'est les cabossages. Chaque cabosse renferme de 20 à 50 fèves et il faut une vingtaine de cabosses pour donner 1 kg de fèves sèches. Que fait-on maintenant de ces fèves? La première étape est la fermentation des fèves de cacao. Les fèves sont triées, nettoyées et mises à fermenter 4 à 6 jours sur des grilles recouvertes de feuilles de bananier pour que se développe un début d'arôme. Cette première fermentation permet de liquéfier la pulpe entourant la fève. Lors de la deuxième fermentation, la pulpe alcoolisée se transforme en vinaigre. La fève est nettoyée et on arrête la fermentation. On aère les fèves et elles sont séchées. Ensuite, on fait éclater les paquets de fèves agglomérées et on les trie. Afin d'abaisser leur taux d'humidité de 60 à 8%, les graines sont mises au soleil sur des clés ou dans des séchoirs artificiels. Cette opération demande 1 à 2 semaines. Ne doit être ni trop lente, par risque de moisissure, ni trop rapide, pour cause d'acidité. On est encore loin d'obtenir le chocolat que nous connaissons tous. Et que fait un salon Louis XIII au milieu de la visite? Faisons un retour en arrière. Je vous ai raconté qu'il fallut attendre 1615, le mariage d'Anne d'Autriche avec le roi Louis XIII, pour que cette boisson arrive en France et devienne à la mode à la cour. C'est à cette période-là que démarre l'engouement de l'Europe pour le chocolat. La boisson se buvait alors épaisse et mousseuse, et toutes les cours et aristocraties des pays européens bientôt en raffolèrent. Les Anglais plantent des cacaoyers dans leurs colonies en Afrique, mais ce sont les Français qui détiennent le monopole de la fabrication du chocolat. Cependant, le produit était très cher et n'était pas encore accessible au peuple. David Chailloux, sur ordre du roi, fut le premier chocolatier français à Paris en 1659. En 1778, Thoré invente la première machine hydraulique à broyer les fèves. En échange, le roi lui construit une chocolaterie royale. Le chocolat devient un objet de commerce, se popularisant et prenant de nombreuses formes. Mais c'est en Suisse, pendant la Révolution française, que se développent divers chocolats, le chocolat blanc, le chocolat au lait, le chocolat aux noisettes. Il faudra cependant attendre la révolution industrielle pour que le chocolat devienne accessible à tout le monde. Au début du XIXe siècle, les premières fabriques de chocolat apparaissent partout en Europe. La France, la Suisse, l'Angleterre, l'Espagne rivalisent d'ingéniosité pour développer et perfectionner les techniques de fabrication. Les chocolateries se modernisent et s'installent sur les bords
des fleuves pour profiter de leur énergie. Cette révolution industrielle va permettre d'améliorer la production du chocolat et donc le rendement. La fameuse tablette apparaît. Arrive 1983, année de la rencontre d'un jeune de 20 ans, Youssef Osmani, avec un maître chocolatier, confiseur de renom, Marc Velu, qui lui apprend les secrets de son art. L'apprentissage était dur et l'utilisation des machines n'était pas celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est quelques-unes de ces pièces de collection qu'il a rassemblées pour vous et que je vous propose de découvrir. Chacune d'entre elles a une fonction bien précise dans l'élaboration du chocolat. Elles sont toutes peintes dans leur couleur d'origine et le maître chocolatier de ces lieux a déjà travaillé sur certaines d'entre elles. La plus ancienne date de 1936, c'est le torréfacteur. Vous avez pu en voir une ancienne toute petite tout à l'heure dans la jungle. On place les fèves de cacao dans le bac, on chauffe, on tourne la manivelle, attention. Et cela fait tourner le plateau pour que les fèves soient cuites uniformément. Cette étape est très importante dans l'élaboration de la robe. Après avoir concassé les fèves, on éclate la pellicule un peu dure. On va ensuite utiliser le tarare pour séparer et enlever la fine pellicule qui entoure la fève pour pouvoir la travailler. La fève tombe en bas, étant plus lourde que la pellicule. On appelle ça le gruet. On met ensuite ces fèves éclatées dans le concheur. On rajoute ensuite le sucre au cacao. On va brasser la masse pendant toute une nuit à 40 degrés. C'est à partir de cette étape que l'on va enfin trouver l'aspect, le goût et l'arôme du chocolat sous forme liquide. Maintenant seulement, on va pouvoir réaliser nos formules, comme par exemple nos ganaches, nos pralines. Le broyeur que l'on peut découvrir ici permet de concasser les fruits secs, comme par exemple les noisettes, l'amande, pour affiner les praliniers, et le batteur sert à mélanger les ingrédients pour réaliser divers praliniers. Retournez-vous et venez découvrir la guitare. Savez-vous ce que c'est qu'une guitare? Vous allez me répondre, un instrument de musique. Certes, mais pour un chocolatier, il s'agit d'une guitare à chocolat ou découpoir. Voici l'instrument. Il va nous permettre de découper la pâte en petites formes carrées ou rectangles. Avant l'apparition de la guitare, on utilisait des emporte-pièces. Il fallait chauffer au bout d'une flamme le bout de l'emporte-pièce et découper les chocolats à la main, un à un. Imaginez le travail en plus avec le patron qui demandait sans cesse d'optimiser les découpes pour éviter le gaspillage. « Serre, mais serre !» disait-il. Que de souvenirs! Vous pourrez en découvrir d'autres modèles dans les vitrines. Place maintenant à l'enrobeuse qui, comme son nom l'indique, va enrober les petits bonbons que l'on pose un à un sur la grille qui va avancer et passer sous un rideau de chocolat. Le chocolat est ensuite soufflé et décoré avec une fourchette, non pas celle que nous connaissons tous, mais